aussi des personnages qui ont une part d'ombre, et on peut dire que Hergé en avait comme chacun d'entre nous probablement. Et donc je fais la transition avec l'ouvrage que Marcel Ouimet vient de consacrer à l'abbé Ouallet, qu'il appelle d'ailleurs l'éminence noire, et pas l'éminence grise d'Hergé. Donc j'appelle Marcel pour venir nous parler de son dernier livre. Marcel, d'où est venue cette idée ou cette initiative de consacrer un livre à l'abbé Ouallet? C'est plus commun. En fait, c'est venu il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, pour le 80e anniversaire de Tintin. J'ai pas eu le temps de clôturer à ce moment-là, et puis j'ai un peu oublié. Mais l'idée, c'était quand même d'éclaircir un peu ce personnage. On peut se disputer sur le rôle qu'il a joué dans la naissance de Tintin, mais il était là. Hein. C'était quand même lui qui était un peu l'instigateur, et en tout cas, celui qui a encouragé Hergé de dessiner Tintin. Mais c'est un homme que moi, j'ai toujours resté à l'ombre. Même dans les meilleures biographies, il passe, une fois que le 20e est lancé, il s'en va. Hein, il va à la Baie d'Aune et on l'oublie. Mais c'est pas exactement comment ça s'est passé. En fait, il s'est déchaîné quelques années plus tard, en pleine occupation. Et donc il a joué un rôle assez important, selon moi, dans les idées, surtout de Weber. J'insiste pour dire que ce n'est pas un livre à propos d'Hergé. Hein, on demande toujours Hergé, ce n'est pas un livre à propos d'Hergé, c'est tout d'abord une biographie de l'abbé Ouallet, et j'ajoute, c'est un chapitre le plus long, et puis un deuxième chapitre, l'influence qu'il a eue surtout sur Léon Degrelle, et finalement, pour clôturer, l'influence idéologique qu'il aurait pu avoir sur Hergé. L'influence qu'il a eue sur Hergé, ça a souvent été décrit au niveau sentimental, au niveau même, comment dire, culturel, et tout ça, ça a souvent été décrit, mais au niveau idéologique, voilà, je voulais un peu le sortir de l'ombre là aussi. Voilà. Et tu as pris quelles sont tes sources d'information? Ben, les premières sources, c'était quand je travaillais encore au studio Hergé. Quelques lettres, quelques documents, il y avait pas mal de documents de cette époque. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui a dû léguer des choses qui appartenaient à Ouallet à la fondation. Mais ça m'avait donné l'idée, sans plus. C'est pas une documentation. Après, quand je dis je vais faire ce livre, je t'en avais parlé, j'ai dû aller chercher mes informations ailleurs, beaucoup dans la presse de l'époque. Oui. Hein, comme il était directeur du journal, beaucoup dans la presse, et alors dans les archives. Et un personnage controversé aussi, donc ah oui, pourquoi voilà. pas, par exemple, oui, mais on consacrer beaucoup d'écho à ses agissements. Surtout chez ses ennemis. Voilà. Surtout des articles sur lui chez ses ennemis, donc pourquoi pas, mais aussi dans toute la presse socialiste. Oui. Voilà. Ça c'était, oui, c'est un peu... Et tu as pu avoir des contacts avec la famille? Non. J'en ai eu, mais ça a tourné court en disant oui, on a déjà tout dit. Oui. Voilà. Je l'ai appelé l'éminence noire parce qu'il était vraiment très noir au niveau idéologique à un certain moment. Et ce n'est pas le simple curé qu'on aime décrire qui avait bizarrement un portrait de Mussolini dans son bureau. C'était vraiment, ce portrait, c'était la moindre des choses. Il a fait vraiment des choses pires que ça. Donc voilà, c'est une biographie, comme le montre de Norbert Ouallet, 1882 à 1952. Mes sources, les voilà, c'est assez amusant. C'est des portraits dans Pourquoi pas avant-guerre, d'abord quand il devient directeur du journal du XXe siècle, et après quand on le fout à la porte. Chaque fois, pourquoi pas, s'amuse très fort avec ce personnage. Et ensuite, pendant la guerre, il y a le magazine Voilà, qui était en fait le Pourquoi pas, mais aux mains des rexistes. Pourquoi pas voler. Voilà, le Pourquoi pas voler aux mains des rexistes. Et il y a les deux portraits. D'un côté, il a le portrait de quelqu'un qui n'a pas beaucoup de volonté, on le trouvait à l'âge, et pourquoi pas, et l'autre, on voit qu'il est quelqu'un qui en veut. C'est Norbert Ouallet qui a... Oui, voilà. Oui, je prends mon temps. D'un autre côté, j'ai rien préparé. Hein.
Ah, c'est voilà, protester, mon cher Marcel. Voilà, portrait de famille, 3 sœurs. Il n'est pas né pauvre, hein. Dans la famille, c'était son père agriculteur, mais aussi, il était aussi politicien et homme d'affaires. Il avait une usine de chicorée et une grande laiterie. Donc, il avait 3 sœurs et une mère. Donc, mais de son père, il a hérité le sens des affaires et le sens de la politique. Hein, comme catholique, comme il faut. Je passe, hein, la période la plus importante de sa vie. J'aurais pu dire que quand il était là, à cet âge-là, c'était un professeur. C'était un excellent professeur de latin, de grec et de culture ancienne. Il a laissé des traces jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand il était là, il a créé un magazine qui s'appelait du Neuf et de l'Ancien, Novi et Vedi, qui a existé et qui a été le livre, enfin le mensuel de toute l'action catholique en Belgique jusqu'en 2008. Et dans les 2 langues, aussi bien en néerlandais qu'en français. C'est quelqu'un d'important dans le monde pédagogique. Déjà de première importance. Ce n'est pas un curé de campagne, c'est quelqu'un qui a de très haute prestance, même dans la pédagogie. Ensuite, il y aura la politique. Donc, seconde période, second sous-chapitre, c'est la guerre de 14-18. Il fuit en France et il va faire la rencontre idéologique de Charles Maurras. Il était déjà de naissance un nationaliste belge très prononcé. Dès sa prime jeunesse, il a eu beaucoup d'intérêt pour l'histoire belge, surtout pour l'histoire du duché de Bourgogne, du duc de Bourgogne. Je rigole, mais ça reviendra plus tard. C'est devenu aussi une obsession de Degrelle. Et voilà, il se retrouve en France, il rencontre Charles Maurras, et là, c'est le nationalisme intégral, il vit ça très profondément. C'est quelqu'un de très important dans ce milieu, de droite, hein, de conservateur. Après la guerre, il revient, il n'est pas encore, il va travailler pour la presse catholique. En 1924, il deviendra un des directeurs du XXe siècle, pas le grand directeur, ça durera 3 ans. Mais là, son slogan, c'était le cardinal Mercier, qui était vraiment un cardinal très conservateur. Mercier d'abord, Maurras toujours, et Mussolini en plus. Effectivement, il l'avait rencontré et il avait reçu son fameux portrait. Ce n'est qu'en 1928 qu'il devient le seul maître à bord du XXe siècle, et ça le réussit assez bien, il faut le dire. On l'a décrit comme un géant autoritaire ou un colosse débonnaire. Colosse débonnaire, c'est Léon de Grelle qui le dit. Géant autoritaire, c'est les autres. Je vois un petit Tintin, il était très grand, hein. Il était de 1m90. Voilà. Et c'est devenu un grand directeur de journal. Il faut qu'on le sache, et moi je dis toujours, le XXe siècle, c'était rien, c'était un petit journal, ça faisait que 15 000 exemplaires, ça faisait, à un certain moment, ça faisait 30 000 exemplaires, mais ce n'est pas en presse, on sait de quoi on parle, ce n'est pas les tirages qui font les journaux importants. Moi, s'en faut, il avait une voix au chapitre, on écoutait, on le regardait, comme il était très prononcé, très réactionnaire, il était surtout très virulent, on le suivait, on avait peur de lui, et ça va se faire sentir plus tard. L'idée la plus brillante de sa carrière, je crois que c'est sa vie, c'est de lancer RG. Ça c'est vrai, là on ne va pas être trop longtemps là-dessus, tout le monde connaît cette histoire. Mais il ne faut pas oublier que c'est quand même aussi l'inventeur de magnifiques albums de Tintin. C'est lui qui s'en est occupé. Qui les a financés. C'est lui qui les a financés. Cette forme existe toujours, d'une façon ou une autre. Donc c'est quand même lui, c'est lui aussi qui a été le premier à vendre RG à l'étranger, qui a fait avec ses contacts avec les autres abbés en France, au Portugal, en Suisse. Il a fait beaucoup de choses pour RG quand même. Et voilà, les éditions du Petit 20e. J'ai sorti ça parce que c'est une publicité et on peut s'abonner au Petit 20e. On pouvait s'abonner uniquement au Petit 20e, on ne devait pas prendre tout le journal. Mais on pouvait aussi acheter les livres des éditions du Petit 20e
Et le numéro de compte, pour les albums, n'est pas le numéro de compte du journal, c'est le numéro de compte du directeur Contexon. C'était sa cagnotte à lui. Voilà. Il a engagé un autre personnage, et ça c'est Léon Degrelle, son second poulain. Il n'a pas vraiment engagé, disons, dans le stream de l'Église catholique, le jeune débutant, journaliste débutant Degrelle a été poussé à l'avant. Il dit, ça c'est le type qu'il faut l'engager, c'est l'homme de l'avenir, c'est quelqu'un qui va faire parler de lui. Ça a très réussi d'ailleurs. Et c'est le jeune Abbé Vallée, en fait. Ils se retrouvent, ils s'aiment bien, ils se ressemblent au niveau physique, mais au niveau des idées. Ils sont tous les deux nationalistes, ils sont tous les deux maurassiens, ils sont tous les deux assez extrêmes, ils ont tous les deux étudié chez les jésuites, ils viennent de la corps de la province, et ils montent à la capitale, tous les deux. Ils ont à peu près le même caractère, ils sont tous les deux virulents, ils aiment bien parler haut et fort, c'est tout l'inverse d'Hergé, naturellement. Petite remarque, ils sont tous les deux très pro-flamands. Il faut quand même souligner ça. Les nationalistes de cette tendance étaient très pro-flamands, catholiques. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur, et l'histoire leur a donné raison, que si on ne donnait pas leur droit aux Flamands, les Flamands allaient demander leur indépendance et allaient quitter la Belgique. Ils avaient très peur de ça. Donc De Grelle a toujours lancé son mouvement, Rex aussi bien en Flandre qu'en Wallonie. Il a toujours fait ça. Et Vallée, il écrivait des articles dans le Standard. Et il a toujours été très nationaliste global. Donc, Wallon et Flamand. Même combat, et ça va lui jouer des tours plus tard. Et voilà, ça prend fin justement parce qu'il a été trop virulent. Je l'écris, c'est assez normal qu'il n'aimait pas les communistes, il n'aimait pas les socialistes, il n'aimait pas les libéraux, mais il détestait encore beaucoup plus les chrétiens démocrates. Il trouvait que les chrétiens démocrates c'était en fait des communistes cachés. Et donc il était tellement virulent contre les gouvernements successifs du parti catholique. C'est en fait ça qui lui a... C'est pour ça qu'on l'a foutu à la porte. Pas revenir sur les détails, mais il s'était fait beaucoup d'ennemis dans son propre camp. Et voilà, il va enfin se retrouver à Aune, dans cette fameuse... C'est très bien, là aussi il fait du très bon travail. Jusqu'à nos jours, on peut retrouver dans des études très sérieuses sur la restauration des églises et abbayes de Belgique, le nom de Vallée, où il a marqué qu'il a fait un travail extraordinaire pendant 7 ou 8 ans. Malheureusement, il a continué à faire ce travail extraordinaire pendant la guerre avec l'aide de Rex. Mais bon, avant la guerre, c'était sans vrai. Je veux dire, pendant ce temps-là, son poulain n'est plus au journal, il a quitté après 2 séries de reportages, après 1 an, et il a continué à faire grandir son mouvement, qui devient de plus en plus le vrai mouvement fasciste belge. Et il ne s'en cache pas. Il y a la guerre, et ça, je décris que Hergé, enfin, je décris, tout le monde le sait, il va aller travailler pour le journal le soir, voler. De Grelle va essayer de repositionner Rex pour plaire plus à l'occupant, et voilà, bizarrement, il reste à haut. Il ne bouge pas, mais il n'est pas pour autant inactif, mais il ne bouge pas. Ce qui va faire changer les choses, c'est l'invasion allemande de la Russie. Et pourquoi? Justement, je reviens à mon histoire de Flamands et de Wallons. Les Allemands envahissent la Russie, et ils ont un problème d'hommes, de matériel, et surtout d'hommes. Il faut engager des Germains, des cousins germains pour arriver, parce qu'ils avaient besoin d'aide. Et ils vont donc recruter des soldats aussi bien dans les pays scandinaves, Danemark, Norvège, qu'aux Pays-Bas, et en Belgique, mais uniquement en Belgique, chez les Germains, chez les Flamands. Ils n'engagent que des Flamands. Et ça commence à faire mal aussi bien dans l'esprit de l'abbé Vallée que dans l'esprit de De Grelle. De Grelle, lui, il se sent un peu frustré. Il dit,
pourquoi moi, pourquoi on ne pense pas à nous? Et De Grelle va fonder lui-même sa légion wallonne pour aller aider les Allemands sans que les Allemands aient vraiment demandé. Il part. Voilà, de son côté, il continue à penser et il le dit lui-même. Il s'explique pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Il a dit: j'avais vraiment très peur que les Allemands allaient scinder notre pays en deux et qu'il avait peur même, je ne sais pas s'il faut le voir, que tous les Wallons allaient être déportés et remplacés par des Germains de Scandinavie ou d'ailleurs pour peupler la Belgique. Il avait très peur pour ça. Et selon moi, De Grelle, lui, il avait une autre motivation. Il voulait être au même niveau que le Vlaams National Verbond ou comme le SS Vlaanderen. Il voulait être au même niveau. Alors que les Allemands ne le prenaient pas du tout au sérieux. Ils aimaient bien parler aux leaders flamands, mais pas à lui. Et donc, lui, il avait une autre motivation, mais en fait, ils avaient la même motivation. Il faut qu'on reste ensemble. De Grelle voulait devenir le Führer de la Belgique. Et voilà, il voulait que la Belgique reste ensemble, reste une entité à l'intérieur du Reich, normalement à l'intérieur du Reich. Avec, au début, tout le monde rêvait que même le roi aurait pu rester là, et que la Belgique aurait pu s'agrandir jusqu'à devenir la Bourgogne d'antan. Et donc, en 1942, il va quitter ses ruines, Nône, et il va monter sur la scène politique. Et il va faire ça d'une façon assez fracassante, lors d'une grande réunion à Liège, organisée par les Allemands, et pour essayer de motiver les Wallons d'être heureux dans le Reich allemand. C'était leur motivation. Sans vouloir dire vous faites partie du Reich, mais vous êtes occupés, vous avez quand même, nous avons une histoire commune. Et les Allemands restent très prudents à ce niveau-là. Le dernier orateur de ce congrès, c'est Wallé, il monte sur scène et il dit c'est beaucoup plus simple, aussi bien les Wallons que les Flamands sont des Germains. Voilà, c'est aussi simple que ça. Nous devons être entièrement, nous faisons entièrement partie de la pan-germanité du Grand Reich germain. C'était très bizarre à l'époque, même les Allemands étaient assez saisis. De Grelle, de son côté, comme j'ai dit, avait déjà fait sa légion, était parti là et il s'engage au front de l'Est pour plaire aux Allemands. Et lui aussi, il va commencer petit à petit à parler des Wallons en tant que Germains. Petit à petit, ça commence. Ça va se terminer plus tard, donc ça se termine. L'apothéose pour De Grelle, c'est le 17 janvier 1943. Là, il monte sur scène ici à Bruxelles, au Palais des Sports à Schaerbeek, et c'est là qu'il va dire que les Wallons sont les fils de la race germanique. Et ils vont employer exactement les mêmes termes que Wallé a fait durant ses discours pendant la guerre. Wallé a fait, je crois, 4 ou 5 fois un discours, une fois à Liège, ça a commencé à Liège, il a fait Namur, il a fait Mons, et il a fait Bruxelles. C'est surtout à Bruxelles que ça a eu beaucoup de retentissement. Et puis il a dû s'arrêter parce que son échevin lui a dit maintenant ça suffit, on pourrait prendre ça mal. Et donc, mais tous les deux parlent du grand Reich allemand, mais aussi surtout de l'intégration et du fait que la Bourgogne nouvelle va apparaître. Tous les deux ont le même discours, en 1942 et en 1943. C'est un discours la presse allemande ou pro-allemande va en faire partie. Il va dire oui, voilà, ça c'est un type intelligent. Et il exhorte le public à collaborer avec les Allemands. Textuellement, ce qu'on lui a reproché, par exemple, il donne l'exemple des anciens Belges et des Romains. Il dit c'était les Belges qui se sont battus les plus forts et les plus longtemps contre les Romains. Mais c'est aussi les plus malins, très vite ils se sont assimilés, ils ont collaboré, ils disent, avec l'occupant romain, et ils s'en sont très bien tirés. C'était un peuple de très haut prestige dans le Reich romain alors. Donc tout ça, déclarer ça en 1942, ça faisait quand même un peu bizarre. Ça ne va pas tourner comme ils veulent, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de Bourgogne. Les Allemands vont intervenir, ils vont dire que c'est très bien d'exhorter à la collaboration, mais il ne faut plus jamais parler d'une Belgique plus ou moins
indépendante dans l'Europe allemande. Pas du tout, vous allez devenir une part du Reich et vous allez être assimilé aux autres Germains. Donc pour De Gaulle, ça se passe très bien, parce qu'il s'est tellement mis en vue qu'il est reçu par Adolf Hitler, il est décoré, il est tout. À un certain moment, Hitler dit le seul Belge intéressant et utilisable, c'est Léon de Gaulle. Il s'était fâché avec les... Ils s'étaient tous fâchés avec les Flamands. Parce que les Flamands se disputaient entre eux. La VNV voulait aussi une Flandre indépendante dans le Reich, tandis que cette Flandre voulait tout le monde devient allemand. Et ça énervait les Allemands. Et en fait, il y avait M. Léon de Gaulle qui venait de Bouillon et qui disait non, non, nous sommes prêts. Et donc pour lui, ça s'est très bien passé à ce moment-là. Sa Légion Wallonne est devenue SS Wallonie et il était aux anges. Mais dans tout ça, je regrette, mais Wallet, qui était un anti-allemand pendant la Première Guerre, il était vraiment germanophobe, était devenu germanophile et finalement même germain pur sang. Voilà. Son nationalisme l'a vraiment mené au bord du gouffre et même un peu plus loin. Donc il a été emprisonné, enfin il a été arrêté. Il a eu, comme ça a duré trop longtemps, il a eu la chance. On l'a arrêté début septembre et il est passé en procès qu'en mai 1947, et donc septembre 1944. Ça s'est passé très lentement et il était malade. Donc ça l'a sauvé. Il aurait pu être condamné à mort, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais bon, les premiers condamnés à mort étaient vraiment exécutés. Après, on les a... C'était pas... Mais lui, il a été condamné à la prison, il a été en appel et il a eu 1 an en plus. Voilà, 1 an de plus, pour dire que c'était très sérieux. La presse de l'époque l'appelait le guide spirituel de De Gaulle. C'est pour ça qu'il a été condamné par l'État belge. Il ne faut pas oublier ça. Il a écrit deux papiers pour sa défense. L'abbé Norbert Wallet en conseil de guerre et un autre dans les griffes et les crocs de la justice populaire. C'est quelqu'un qui était... Il n'a jamais eu de regrets. Il a toujours dit qu'il avait fait pour le mieux, mais la fin de sa vie, c'était vraiment rempli de rage et d'amertume. Mais Hergé lui était resté fidèle, comme avec tous ses amis, c'est vrai. Et c'était en 1952 qu'il a accueilli l'abbé Wallet pendant plusieurs mois. Et c'est l'année de son décès. Mon livre, ça je ne vais pas, parle aussi d'autres influences, et surtout celle de Germaine, parce que si Germaine a aimé Hergé, Georges Remy, elle a surtout adoré l'abbé Wallet. D'une autre façon, mais c'était vraiment de l'adoration, et elle aussi a mis son influence idéologique, sûrement son empreinte sur Hergé pendant ces années-là. Elle était vraiment le centre, c'était l'amie elle est restée toujours amie avec De Gaulle. Elle a été jusqu'à son lit de mort avec l'abbé Wallet, et elle n'a jamais quitté Hergé non plus, à sa façon. C'était vraiment le centre du triangle. Et pour ceux qui l'ont connu, jusqu'à la fin de sa vie, elle a toujours eu cette idée. Je crois qu'à la fin, elle vote encore Vlaams Brun. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Dans mon livre, je rends hommage à un seul personnage qui, justement, lui, n'était pas collaborateur, c'était Benjamin Hugeux, qui joue un rôle assez important et qui, en fait, va sauver Tintin. Il va sauver Tintin. C'est grâce à son intervention que le journal Tintin a pu paraître. Son rôle est beaucoup plus important que celui de Raymond Leblanc dans l'acceptation que ce que Hergé avait écrit ou commis pendant la guerre au soir, ce n'était pas tellement grave. Ça, c'est grâce à Hergé. Hergé a déclaré que je n'avais pas d'autres amis que des collaborateurs. C'est pareil, il en avait au moins 2 autres, c'était des frères Hergé. Voilà. Ça, c'est le survol. Parfait, merci Marcel. Un travail de journaliste, mais sur base de documents. Je n'ai pas rencontré grand monde, mais je laisse la place aux historiens.
Parce qu'il y a encore des documents, sûrement des archives à ouvrir, auxquels moi je n'ai pas accès. Donc ce n'est pas le dernier mot sur cette histoire. Voilà. Mais je répète, ce n'est pas le dernier mot sur Hergé pendant la guerre, mais sur son mentor pendant la guerre. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Absolument. Mon livre, le dit pour quelqu'un qui m'a dit, est-ce que tu peux encore être ami d'Hergé après avoir écrit un tel livre? Oui, on m'a demandé ça aujourd'hui. Dans mon livre, je le dis carrément, il n'a pas été un collaborateur, dans le sens où on entend collaborer avec l'ennemi. Il n'a pas été rexiste, il n'a jamais été rexiste. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'avait pas de sympathie pour le mouvement politique avant-guerre, hein, c'est pas la même chose. Il n'a jamais été membre, il n'a jamais été quelqu'un qui a dénoncé les autres, il s'est un peu trop préoccupé de Tintin. Sa seule erreur, c'est qu'il n'a pas pris les distances. Même en 1943, il aurait pu prendre ses distances, comme d'autres, hein, comme le rédacteur en chef du journal Le Soir a quitté le journal en 1943, parce que trop c'est trop. Il est resté. Oui, dans le fond, la fidélité en amitié d'Hergé, on lui a joué de tout. Sûrement, oui, absolument. Quels sont tes prochains projets, Marcel? J'ai rencontré des gens qui m'ont dit qu'ils avaient encore des informations, peut-être une seconde édition, mais pas tout de suite. Et ce serait une édition, enfin j'espère pouvoir une édition avec quelques pages un peu plus, avec de nouvelles révélations. Ça va? Parfait. Ok. Merci beaucoup. Merci. Et là, merci.